Bonjour à tous. Commençons notre épisode en Chine, où une scène pour le moins étonnante a eu lieu lors de la clôture du congrès du Parti communiste chinois, ce samedi 22 octobre. Alors que le congrès du PCC est d'habitude une scène parfaitement orchestrée où rien d'inhabituel n'arrive jamais, on a pu voir ce samedi l'ancien président de la République Hu Jintao être escorté contre son gré vers la sortie. En effet, deux officiels sont venus chercher l'ex-secrétaire général du parti pour l'emmener hors de la salle alors que devait avoir lieu le vote par les 2300 délégués du PCC pour intégrer à la charte du parti le rôle central de Xi Jinping. Depuis cet incident, les spéculations vont bon train. D'après l'agence de presse nationale chinoise, Hu Jintao ne se sentait pas bien, mais avait insisté pour assister à la séance de clôture du congrès. Il est vrai que l'ancien président se tient voûté, l'air hagard et confus, et semble complètement dépassé par les événements. L'homme a tout de même 79 ans, et d'après certains observateurs étrangers, il est apparu affaibli dès le début du congrès. Une rumeur court comme quoi l'ancien président aurait des problèmes de santé depuis déjà plusieurs années, des signes de la maladie de Parkinson étant visibles chez lui depuis près de 10 ans. Ce qui est étonnant, c'est que cette évacuation se soit faite sous l'œil des médias étrangers. Si la thèse de la maladie est avancée par certains, d'autres évoquent plutôt une éviction en forme d'avertissement politique, une purge, une humiliation publique ou un avertissement pour tous ceux qui oseraient contester le sacre de Xi Jinping à l'intérieur ou en dehors du parti. Hu Jintao aurait notamment exprimé des réserves sur le remaniement du comité central, Xi Jinping y ayant promu tous ses fidèles pour remplacer des personnalités jugées trop réformatrices et trop proches de Hu Jintao, qui pendant son mandat s'est montré particulièrement tolérant à l'égard des différentes factions du parti. Un pluralisme désormais interdit, l'allégeance comptant désormais plus que les compétences. Il est objectivement difficile de trancher entre ces deux hypothèses. D'un côté, Hu Jintao est bien malade, donc il est effectivement possible qu'on l'ait escorté pour raison de santé. De l'autre, il est effectivement possible que Xi Jinping ait eu la volonté d'humilier publiquement un ancien dirigeant qui n'était pas d'accord en tout point avec lui. Avant de continuer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. L'Allemagne va-t-elle être obligée de revoir ses ambitions militaires à la baisse ? Peu après le début de la guerre en Ukraine, le chancelier Olaf Scholz avait annoncé la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour remédier au déficit capacitaire de la Bundeswehr. En mai dernier, les députés allemands se sont donc mis d'accord pour contourner les règles budgétaires inscrites dans la loi, notamment celles relatives aux freins à l'endettement. Ce fonds spécial devant être financé par une création de dette. Restait maintenant à voir comment la Bundeswehr allait utiliser cet argent. Selon un document du ministère allemand de la Défense, il est question de répartir ces 100 milliards en 5 blocs. 40 milliards pour les forces aériennes, 20 milliards pour le commandement, 17 milliards pour les forces terrestres, 20 milliards pour la marine, et enfin 2 milliards pour les petits équipements. F-35A, hélicoptères CH-47 et H-145M, Eurofighter de guerre électronique, avions de patrouille maritime P-8A Poséidon, défense antimissile, blindés Puma et Boxer, corvettes, sous-marins, frégates. La liste des équipements que souhaite acquérir l'Allemagne est immense. Seulement, à part un effort sur les petits équipements, aucune commande importante n'a été officialisée pour le moment, ce qui inquiète la présidente de la commission défense du Bundestag. À ce jour, il n'y a pas de liste de projets concrets devant être financés par le fonds spécial. Cela doit changer rapidement, je m'attends à ce que des décisions soient prises, a-t-elle confié à des journalistes. Si aucune commande n'a encore été officialisée, c'est que tous les matériels souhaités par la Bundeswehr ne pourront pas être financés. Selon un responsable de l'industrie allemande de l'armement, il faudrait au moins 200 milliards pour répondre aux besoins émis par l'armée allemande, et la Cour fédérale des comptes a elle aussi critiqué le fait que le montant total des dépenses prévues au titre de ce fonds spécial dépassait largement les 100 milliards prévus. En outre, certains programmes sont considérés comme intouchables. Ainsi en est-il de l'achat de 35 F-35A, étant donné qu'il est essentiel à la participation allemande au plan nucléaire de l'OTAN. Celui des hélicoptères CH-47 Chinook ne devrait pas non plus être remis en cause, comme les projets en matière de défense aérienne, l'Allemagne étant à l'origine d'une initiative lancée dans le cadre de l'OTAN dans ce domaine. Or, les F-35A et les CH-47 étant américains, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar rend leur achat mécaniquement plus cher, ce qui réduit d'autant plus la marge de manœuvre pour les autres programmes.
Les 35 F-35A étaient proposés en juillet à 8,4 milliards de dollars, soit 8,2 milliards d'euros de l'époque, qui se sont transformés en 8,52 milliards selon le taux de change actuel. Ainsi, l'achat d'un nouveau lot de corvettes K-130 serait menacé, de même que le remplacement des obusiers PZH-2000 cédés à l'Ukraine. Enfin, l'acquisition de 15 Eurofighters de guerre électronique serait également dans la balance. Si seulement les Allemands achetaient européens. Partons en Russie, où depuis le début de la mobilisation partielle, le nombre de mariages a explosé. Après le début de la mobilisation en Russie le 21 septembre, les soldats nouvellement enrôlés ont été autorisés à enregistrer un mariage immédiatement sur place au lieu de faire la demande un mois à l'avance comme le veut la procédure habituelle, et de nombreux couples ont ainsi saisi cette opportunité. En effet, des dizaines de médias régionaux ont signalé une augmentation significative du nombre de mariages depuis fin septembre. Dans certaines parties de la Russie, le nombre de mariages a été multiplié par 8 par rapport au niveau habituel. Ce chiffre s'explique par le fait qu'en cas du décès d'un homme au combat, sa compagne ne touchera pas d'indemnité si elle n'est pas légalement son épouse, et au cas où, de nombreux couples ont sauté le pas. Le site russe d'information indépendant Mediazona a compilé les données des bureaux régionaux de l'état civil et les a croisées avec les données du Service fédéral des statistiques de l'État et du dernier recensement. Et il apparaît que quelque chose cloche. Au début de la mobilisation partielle, les autorités ont affirmé que pas plus de 300 000 personnes seraient enrôlées et envoyées en Ukraine, soit à peine 1% des ressources totales de mobilisation. Problème, il est impossible de vérifier ce nombre. La ligne du décret de Vladimir Poutine précisant le nombre réel de personnes enrôlées est classifiée, mais tout comme le nombre des victimes russes en Ukraine, le nombre réel des mobilisés pourrait être beaucoup plus élevé, proche des 500 000 hommes. Pour arriver à ce chiffre, les journalistes de Mediazona sont partis du principe que tous les mariages excédentaires de septembre et la première quinzaine d'octobre étaient liés à la mobilisation. En effet, les personnes qui auraient décidé de se marier au cas où, avant de quitter le pays pour fuir la mobilisation par exemple, n'auraient pas pu le faire aussi rapidement, seuls les hommes appelés pouvant enregistrer immédiatement un mariage. Il en ressort que 31 000 mariages ont été enregistrés. En d'autres termes, on peut en déduire qu'au moins 31 000 hommes célibataires y étaient enrôlés à la mi-octobre. Seulement, le recensement russe de 2021 donnait 1,8 million d'hommes célibataires entre 18 et 49 ans, soit un ratio de 1,56% d'appelés, plus que les 1% annoncés. Mediazona a ensuite appliqué ce ratio à l'ensemble des hommes mobilisables. Si cet écart entre nombre d'appelés est important, il peut peut-être s'expliquer. En effet, le gouvernement russe a pu choisir délibérément d'appeler en priorité des hommes non mariés, cela étant moins susceptible d'avoir une compagne et des enfants. Une autre information que donnent ces statistiques est l'écart énorme de mobilisation entre les différentes régions. Ainsi, la mobilisation ne serait que de 0,3% à Moscou et 0,7% à Saint-Pétersbourg, quand des régions de l'Est de la Russie dépassent allègrement les 4%, comme si le gouvernement évitait les grands centres urbains. Finissons notre épisode en Indonésie, où Jakarta s'apprêterait à recevoir des Mirage 2000. En effet, ce lundi 24 octobre, l'état-major de la force aérienne indonésienne a annoncé avoir racheté les 12 Mirage 2000 jusque-là en service auprès de son homologue qatari. D'après l'Indonésie, les avions français sont accompagnés de leur armement et notamment de missiles RR Mika. Le montant du contrat n'a pas encore été dévoilé. Dans les faits, il s'agit de 9 Mirage monoplaces et de 3 Mirage biplaces. Ces avions étaient convoités par le contracteur français Ares Aviation, qui a tenté de les racheter afin d'en faire des avions agresseurs. Selon l'armée indonésienne, les 12 Mirage 2005 vont permettre de réduire considérablement la dépendance de l'Indonésie à la Russie, en permettant un retrait du service immédiat des 5 Sukhoi Su-27 SKM flanqueurs, tout en relayant les 10 Sukhoi Su-30 Mk2 flanqueurs C à des rôles secondaires. Ils pourraient même quitter eux aussi ces rangs sous très peu de temps. Cette décision indonésienne de racheter les 12 Mirage 2005 ne remet nullement en cause le contrat signé en février avec Dassault pour le Rafale F4. Bien au contraire même, elle le renforce. En effet, l'état-major indonésien indique que les chasseurs qataris ont été choisis car ils permettent de faire le lien entre les avions actuels indonésiens et les futurs Rafales qui ne seront pas livrés avant plusieurs années. Ils rempliront donc un rôle d'avion de transition. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, celle-ci est maintenant terminée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Fond.